aujourd'hui, la table ronde, donc le sujet de la table ronde, c'est le marché de la tech à Bruxelles. On va également parler de la tech for good, donc on va essayer de faire tout ça en 1 heure. Ça va être très short, mais je suis accompagné de 3 spécialistes qui vont m'aider dans cette tâche et que je vais laisser se présenter. Donc Yann, je te laisse commencer. Bonsoir, mon nom est Jan Weekmans, je suis le responsable pour la Belgique pour Intersystem. Intersystems, c'est une organisation américaine un peu spéciale. On n'est pas coté sur le Nasdaq ou d'autres bourses. On est une société avec à peu près 2000 personnes là-dedans, avec un chiffre d'affaires d'1 milliard. Et on est spécialisé dans tout ce qui est le traitement des données. Si vous avez déjà reçu une amende pour excès de vitesse en Belgique, pensez à nous, parce que la police fédérale tourne complètement sur notre équipement. Je suis accompagné de mon collègue qui est assis là et qui va aujourd'hui se taire. C'est déjà quelque chose qu'on n'a pas tous les jours. Pour le reste, on passe 50% de notre temps dans tout ce qui est le healthcare, donc voilà. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Arnaud. J'ai cru comprendre que ce soir il y avait plusieurs types de publics, notamment des gens qui se cherchaient professionnellement. Moi ce que je peux vous dire en tout cas c'est que quand je regarde mon parcours, j'étais pas du tout prédestiné à travailler dans le Tech for Good. À la base moi j'ai étudié le droit. J'ai commencé à travailler comme avocat, puis je me suis lancé dans une carrière, c'est marrant, on parlait de Werther à l'instant, j'étais musicien professionnel, ça m'a conduit à Los Angeles, tourner en Angleterre, etc. Et puis je suis revenu vers la carrière de droit, et au moment de vouloir signer pour un cabinet dans les droits d'auteur, j'ai rencontré autour d'une piscine, j'étais en petite tenue, quelqu'un qui m'a demandé si je voulais travailler et fonder une agence de marketing digital. Parce que j'avais, grâce à mon groupe de musique et une vidéo sur Internet, fait plus de 100 000 vues en une journée. Et m'a demandé si je voulais essayer de lancer quelque chose avec lui. Et donc j'ai suivi mon instinct. Alors j'avais étudié toute ma vie des études de droit. Et ça m'a conduit à finalement travailler pour Google en Irlande. Et j'ai beaucoup aimé l'impact que je pouvais avoir en tant qu'être humain dans la société. Et quand je suis revenu en Belgique, je cherchais quelque chose qui avait plus de sens dans mon quotidien, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'entreprise qui m'occupe actuellement, qui s'appelle We Take Care, et qui travaille à essayer d'ouvrir toutes les opportunités du numérique au plus de gens possible. Et parce qu'on sait qu'en Belgique, il y a 46% de la population qui a peu ou pas du tout de compétences numériques de base, 8% qui n'a aucune connexion Internet, et quand on sait que le numérique de plus en plus conditionne l'accès à des droits au quotidien, à la santé, à la mobilité, à l'emploi, aux services bancaires aussi, on sait que c'est très important d'agir sur la question. Et nous, notre travail, je pourrais en reparler plus tard, encore plus en profondeur, ou après, si vous voulez, autour d'une bière ou autre chose. Notre métier, ça part du constat que les publics qui sont en difficulté sur le numérique, en fait, ils ont 3 stratégies pour essayer de trouver une solution. La première, soit ils abandonnent, tout simplement. Soit ils essaient de trouver de l'aide dans leur entourage, auprès de leur famille, soit ils se dirigent vers les professionnels de l'accompagnement social, des assistants sociaux dans les CPS ou des bénévoles pour leur demander de l'aide. Et ce qui se passe, c'est que tous ces aidants sont des professionnels et comprennent très bien les besoins de ces publics-là, mais l'accompagnement vers l'autonomie numérique est un nouveau métier qui appelle certaines postures de l'aidant, une certaine connaissance de ce que ça recouvre, l'inclusion numérique. Et nous, notre métier, c'est de créer des outils pour faciliter le travail de ces aidants qui veulent devenir des accompagnants numériques. Voilà, je serais ravi de parler de ça ce soir. Bonsoir à tous. Mon nom est Cédric Brusselmans. J'ai un parcours assez diversifié. Donc, d'une part, à la base, je suis ingénieur commercial de Louvain. Et puis, j'ai pu travailler à l'étranger, aux États-Unis, au Pérou aussi, en Europe, en Asie. Et le côté entrepreneurial et de la tech, justement, m'a toujours attiré. Donc j'ai eu l'occasion de créer une première entreprise, une start-up, comme on dit,
dans la tech, ça date, hein. C'était il y a 20 ans la première, c'était le SMS. Aujourd'hui, c'est complètement has-been, mais à l'époque, c'était gros carton dans les télécoms. Et donc, on a revendu à un groupe hollandais, CM Group. Et puis, plus récemment, j'ai pu créer une autre start-up, Eurosia, dans le BIM, tout ce qui est Smart Buildings. Et voilà, et donc on a fait une exit, on a vendu au groupe Engie à Paris. Et qu'est-ce qui m'amène un peu dans le tech for good, c'est qu'en faisant ça, à un certain moment, on a commencé à pas mal réfléchir à l'empreinte carbone des bâtiments. On a pu développer aussi une application SaaS qui permet justement de calculer l'empreinte carbone des bâtiments, de pouvoir travailler sur la circularité et le fait de réutiliser, au lieu de simplement casser et reconstruire, mais de réutiliser certains matériaux, etc. Donc ça m'avait mis la puce à l'oreille, pardon. Et puis chemin faisant, je suis devenu investisseur aussi, dans la tech d'une part et dans l'impact. Je me suis réveillé et éveillé aux problèmes sur le climat. J'ai eu l'occasion de créer une ONG, Chapter Zero Brussels, donc vraiment Bruxelles avec le World Economic Forum qui amène le climat sur les conseils d'administration d'entreprises. Et tout ça, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que j'accompagne des jeunes pousses dans la tech et dans la durabilité. Vous entendez durabilité, sustainability, ESG, tous ces buzzwords un petit peu. Et ici, je suis nouvellement associé chez Better Business. Et ce que l'on fait, c'est que on accompagne justement les startups, scale-up, mais également les PME à Bruxelles et autour, dans la certification B Corp, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui était une certification qui permet aux entreprises, et nous on est vraiment focalisé sur les jeunes entreprises. On a des clients qui ont 2-3 employés, puis ça monte jusqu'à 10, 15, 150 employés. Mais justement pour qu'ils puissent voir où ils en sont au niveau de l'ESG, de la durabilité et de leur empreinte carbone, et de mettre en place une stratégie, un suivi par rapport à des objectifs, dont par exemple leurs émissions carbone, etc. Et donc voilà, donc ça me tient fort à cœur. On parlera de la tech for good ou good for tech. Je pense que c'est un sujet aussi très important qu'on abordera plus tard. Oui, tout à fait. Ce sera surtout l'un des sujets principaux parce que, comme vous avez pu le comprendre, on a quand même des personnes qui sont très investies dans la tech for good. Mais avant tout ça, on va quand même parler en fait de l'écosystème tech qui est présent à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles est en fait aujourd'hui l'une des capitales européennes en fait de la tech. Le premier point qu'on peut voir, c'est déjà en termes de géographie. Il faut voir que Bruxelles, c'est quand même le centre névralgique d'Europe, où on est à 1 heure en train de Paris, on est juste à côté de Londres, il y a le Luxembourg qui est à côté, mais il y a également les Pays-Bas. Et donc ça, c'est une chose importante, où c'est vraiment le point central de plein de capitales européennes qui sont très présents dans la tech. Il y a aussi beaucoup d'événements qui sont présents à Bruxelles, notamment Yann en parlait, c'était l'European Health Data. The European Health Data Space. Yes. Donc, dans lequel on est en train c'est dans l'healthcare, où on est en train d'essayer en fait de unir l'accès aux données. Parce qu'un des problèmes qu'on a, c'est que les hôpitaux ont tous fait leur propre choix de DPI et d'autres softs. Et avec ça, il y a une nécessité maintenant de faire du sharing de data, donc de trouver une manière de partager les données. Pas seulement entre les hôpitaux, mais aussi avec les premières lignes, donc avec les docteurs. Et de l'autre côté aussi, avec tout ce qui est pharma et life science. Mais ce que la plupart d'entre eux oublient toujours encore, et ça c'est un de mes petits problèmes que je veux quand même mettre devant, c'est qu'ils oublient tous la personne le plus important là-dedans. C'est le patient. Donc, il y a un écosystème qui commence à se mettre en place. On a
European Health Data Space. On a l'équivalent belge qui, en abréviation, s'appelle BIR, mais comme une bière. Donc, c'est Belgian Integrated Healthcare Record. Oui, ça s'écrit un peu différemment, mais on le prononce donc BIR. Donc, il y a des choses qui se font en France, il y a en Allemagne, en Hollande, il y a partout qu'on est en train de faire, mais c'est centralisé ici à Bruxelles, parce qu'entre Bruxelles et Strasbourg, et un peu le Luxembourg, on a les EU, le European Union, Les institutions, qui sont vraiment le nœud principal pour pouvoir mettre justement ça en place. Tout à fait. Et non, tu voulais. Non, d'accord, ok. Au-delà des, comment dire, des événements et des institutions, il y a aussi comment dire, tout un écosystème, notamment avec l'entrepreneuriat. Je sais que moi, personnellement, en France, l'entrepreneuriat, pardon, c'est quelque chose qui est dans les valeurs françaises, avec beaucoup de start-up. Je ne sais pas, toi, Cédric, par exemple, si tu peux nous parler d'entrepreneuriat à Bruxelles, de l'accompagnement en fait, de l'entrepreneuriat présent à Bruxelles. Oui, au niveau, je dirais, entrepreneuriat, il y a déjà des acteurs publics, puis il y a un acteur privé, mais je pense que tu en parleras encore mieux que moi, au niveau bicentral, par exemple, dont on entend beaucoup parler, puis un ensemble de différents incubateurs, accélérateurs, et puis vous avez des coworking avec des écosystèmes qui commencent à se spécialiser. Nous, par exemple, sur Better Business, on est au Tanner, où il y a un certain type de communauté. Bicentral est un gros mammouth en la question, si je peux dire. Et tu as eHealth Value aussi, qui se spécialise justement dans tout ce qui est le healthcare. Oui, c'est vrai, non, c'est un très bon exemple. Bicentral à Bruxelles, nous, on est basé à Bicentral, donc 8 Care. Et il y a d'autres Tech for Good qui sont très intéressantes aussi, je pense à Bicode, notamment, qui donne la possibilité à des gens qui ont pas ou très peu de diplômes, qui n'ont pas de financement, de pouvoir suivre une formation, devenir programmeur et parfois de gagner un salaire plus impressionnant que quelqu'un qui a fait 5 années d'études. Donc c'est des initiatives comme celle-là, beaucoup liées au code. Oui, je pense à ça. Je crois que en fait, si on dérive vers la définition de Tech for Good, c'est d'essayer si on essaie de trouver un point commun entre ces différentes initiatives, c'est l'envie de créer une société plus participative et de réintégrer des gens qui sont parfois sur le côté de la route par rapport au numérique. Très bien, merci à vous. Avant peut-être de passer au sujet principal, donc la Tech for Good, j'aurais aimé en fait avoir vos avis sur certaines questions qu'on se pose, pas forcément sur le secteur de la tech à Bruxelles, mais sur le secteur de la tech plus globalement. Il y a des questions aujourd'hui sur notamment le remote, sur le freelancing, toutes ces choses-là qui sont à prendre en considération parce que les nouveaux arrivants sur le marché, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui demande, si ce n'est avant le salaire, s'il y a du remote en fait dans les entreprises. Et en fait, j'aurais aimé avoir en fait le rapport que vous, que ce soit personnellement ou par rapport à vos entreprises, que vous avez en fait avec le remote, avec ces demandes-là qui se font de plus en plus constantes. Je ne sais pas qui veut commencer. Pas de problème. La Belgique est un tout petit pays. Donc, de ce côté-là, on n'a pas une longue histoire avec tout ce qui est le remote. Mais quand tu regardes les embouteillages, quand on me dit je dois aller de chez moi à Gand, je compte déjà 2 heures supplémentaires parce que je dois passer à Anvers. Donc, pour quelqu'un qui travaille soit à Anvers, soit à Bruxelles, qui n'a pas directement accès au transport commun, il y a un problème. Donc là, avec le Covid, on a vu que... Notamment aussi avec le Covid qui on a vu que c'est possible de travailler de chez soi. Et c'est possible de faire des choses de remote. Le craint qui existe chez beaucoup de gens, c'est justement que
ça fait une association avec la société parce que on manque maintenant le coffee corner où on va papoter pendant 2 minutes. Hein, pour ceux qui ne prennent pas la cigarette, aujourd'hui c'est le café plus que la cigarette, mais ça a une valeur ajoutée. Ce que nous on a fait, c'est de créer ça digitalement. On a des gens qui travaillent de remote, mais pas tous les jours. On a chez nous 2 jours par semaine, c'est le max. Et pour ceux, parce qu'il y a quand même pas mal de nos gens qui ne sont pas au bureau au même moment, on a créé un moment le mercredi matin où tout le monde prend son café ensemble, même s'ils sont remote. Donc on se met ensemble, on a mis ça en place pendant le Covid, mais on tient ça maintenant parce que ça a certaines valeurs. Donc la valeur est là d'être ensemble, d'être du même groupe, du même communauté et de parler franchement de certains issues et problèmes qui existent. Donc, si tu fais ça, il y a des possibilités de travailler du remote, mais tout à fait du remote, on a vu, c'est pas tenable. Alors, moi, je dirais il y a plusieurs grilles de lecture ou angles de lecture. Je pense que ça va dépendre du secteur et des types de secteurs. Si on parle de pur digital ou dématérialisé, et donc ça c'est plutôt là-dedans que j'ai travaillé au niveau startup, scale-up. Je regarde, il y a 20 ans, Mobile Web en question, la première que j'ai créée. C'était, on avait tous une voiture, on venait tous à Haar, à côté de Vilvoorde, et donc en avant pour les embouteillages. Et voilà, on était tous au bureau, c'était sympa, mais je dirais aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace quand je vois donc l'autre entreprise que j'ai créée, où il y avait une partie fortement 80-90% digitale. C'était, je dirais, on avait des équipes qui étaient en Asie, en Europe, au Moyen-Orient. Et voilà, c'est clair qu'il n'y a pas de café virtuel, hein, mais bon, on avait des réunions de temps en temps. Tu as Slack, Discord et consorts. Voilà. Par contre, full remote, même en pur digital, ça c'est mon opinion très personnelle, effectivement, il manque quelque chose. Hein. On est des humains, il faut avoir des moments où on se voit, où on a ce contact. Il y a pas mal de choses qui, au niveau même des ondes énergétiques peut-être, qui ne passent pas à travers un écran. Et il faut se voir. Et donc, par exemple, nous, dans Better Business aujourd'hui, ben voilà, on a au moins une journée qu'on passe ensemble au bureau. Parfois, c'est plus ou moins, mais il y a vraiment au moins déjà des moments où on se voit physiquement. Et c'est important, même si on pourrait tout faire de manière remote. Non, je suis assez d'accord, évidemment. Moi, j'ai l'impression qu'aussi, je ne crois pas au 100% remote parce que aller sur le terrain, évidemment, avec les clients, mais aussi aller retrouver ses collègues, ça permet des accidents, des euro-accidents qu'on n'aurait pas chez soi. C'est-à-dire, accident pensé dans un terme positif, je vous rassure, c'est une discussion autour d'un café à propos d'un problème. Et tout d'un coup, on pense à quelque chose auquel on n'aurait pas pensé à travers une réunion qu'on a eue pendant 30 minutes avec un collègue. Et ça, je parle d'expérience. Alors évidemment, avec le Covid, ça a normalisé un peu l'envie de se dire que le remote est possible à 100%. Avoir des réunions avec ses clients pendant 30 minutes, sans devoir se déplacer. Mais finalement, en fait, on se rend compte que est-ce que c'est si bien que ça pour le client, pour nous, pour l'équipe, parce qu'il n'y a pas ces heureux accidents qui peuvent avoir lieu quand on perd un peu le contrôle. Et ça, on ne l'a pas, j'ai l'impression, avec la partie remote. Ou quand sur une journée, on est chez soi, on a booké 10 réunions avec des collègues, des clients, en se disant qu'on est super efficace, qu'on était super occupé, et que finalement, on bâcle le travail dans certains cas. Donc moi, je n'y crois pas trop non plus. Un des vendeurs que je connais
dans le temps, a dit, écoute, les gens achètent des gens et pas du matériel. Et ça veut dire que s'il y a, par exemple, quelque chose de grande valeur qui doit être acheté, regarde ton avis personnel. Tu ne vas pas t'acheter une voiture à travers une ligne Internet. Tu dois le toucher, tu dois y être, tu dois le voir, tu dois le sentir. Et ça, c'est la même chose quand tu travailles. De temps en temps, tu as besoin de l'interaction humaine qui est d'une certaine efficacité en plus. Parce que, c'est comme tu dis, hein, on peut tout faire par le virtuel. Mais au moment que tu dois vraiment comprendre, et surtout si tu as plusieurs endroits qui doivent travailler ensemble, se mettre à l'alentour d'une seule table, on résout un problème dans une demi-heure qu'on ne résout pas dans 3 ou 4 meetings virtuels. Donc, il y a des gains spécifiques et pas uniquement monétaires. Hein. On apprend beaucoup de se regarder dans les yeux. Ouais, et puis, au-delà, enfin, moi je pense aussi à ça, c'est que le Covid, certes, a démocratisé ça, mais aussi, post-Covid, il y avait beaucoup de problèmes, que ce soit la santé mentale, des choses comme ça. Et en fait, le fait de rester toujours au boulot, perdre du contact humain, et je pense que c'est aussi important de garder ce contact humain, rien qu'au-delà des heures accidents, comme tu disais, qui sont importants, mais aussi pour avoir tout simplement parler, c'est important de ces choses-là, garder vraiment ce contact social qui est primordial, je pense, pour... Je passe pas mal de mon temps à l'école de mes enfants, parce qu'il y a un conseil des parents qui est quand même relativement actif. Et ce qu'on a vu à cause du Covid, c'est justement qu'il y a pas mal d'élèves qui maintenant ont des vrais problèmes d'études qui ne sont pas dus au fait qu'ils ne sont pas malins, mais qui sont dus au fait qu'ils n'ont pas eu le contact humain. Donc, il y a là un aspect qui compte aussi. Hein, donc, on doit tenir compte de cela. Complètement. Et du coup, je voulais juste avoir un dernier sujet avec vous rapidement avant de passer à la Tech for Good. C'était la question du freelance. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens soit qui le sont déjà ou qui aimeraient se lancer dans le freelance. Si vous pouvez lever la main. Ouais, il y a quand même pas mal de personnes. Donc j'aurais en fait aimé avoir vos avis. Le freelancing, est-ce que c'est quelque chose, qu'on soit plus peut-être jeune diplômé, profil junior. Je ne sais pas si c'est des profils juniors qui ont levé la main ou si c'est des profils plus expérimentés. Moyen entre les deux. En fait, qu'est-ce que vous pensez du freelancing, votre avis en fait tout simplement sur le freelance, quoi. Parler de notre société, c'est quelque chose qui est peu utile. Et la raison pour ça, c'est on passe 2 à 3 ans d'entraînement de quelqu'un qui travaille chez nous, justement parce qu'on est dans un créneau très spécifique. Et ça fait que je trouve très rarement des gens qui ont les bonnes compétences, qui sont des freelances. Si j'en trouve, je les embauche. Mais les trouver, c'est très difficile pour nous. Donc, ça, c'est spécifique à nous, donc je ne peux pas parler du reste. Bon, à mon avis, ça va aussi de nouveau dépendre du type de secteur, de compétences. Ce que je vois, par contre, moi, je suis très favorable au freelancing, dans le sens où, pour aller chercher plutôt des compétences assez spécifiques, hein, et sur des points assez importants et assez ponctuels. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va de plus en plus vers en anglais, je dirais workforce, je ne sais plus parler français. Donc voilà, un ensemble de personnes dans l'entreprise où il y a vraiment un mix entre employés pour certaines compétences et puis des freelances qui viennent de manière ponctuelle, soit pour quand il y a
des charges de travail plus élevées, soit quand on a besoin vraiment de compétences assez spécifiques. Voilà. Bon, il faut dire aussi que ça permet aussi une certaine, pas seulement flexibilité, mais je dirais, oui, en fait, flexibilité pour le freelance, pour l'entreprise, qui évidemment peut être très bénéfique. Hein. Non, je crois que je peux parler de nous, notre expérience au sein de 8TK, de mon expérience personnelle, c'est qu'effectivement, on peut trouver des freelances spécifiques qui peuvent travailler de manière générique sur des sujets spécifiques quand c'est possible. Après, on peut parfois trouver des freelances qui connaissent notre industrie. C'est beaucoup plus rare. Souvent, c'est des personnes qui ont fait leur carrière dans une entreprise et qui décident de donner leur service un peu à tout le monde. Et donc ça pose des questions de concurrence, parfois de gestion de l'information. Ça, c'est une question très spécifique. Mais c'est le seul cas de figure où je vois que ce serait possible d'avoir recours à ce genre de freelance. D'accord, ok. On va pouvoir passer du coup au sujet de la Tech for Good. Donc la Tech for Good, déjà, une petite question pour vous. Est-ce que vous savez ce que veut dire la Tech for Good? Donc oui, enfin levez la main, oui. C'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Et donc déjà, pour commencer, peut-être une petite définition personnelle de ce qu'est pour vous la Tech for Good. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, je vais être franc avec vous. Avant qu'on fasse une petite réunion de préparation mardi, je ne me suis pas vraiment posé la question ce que ça voulait dire, alors que je travaille pour une Tech for Good. Même si j'avais les éléments de réponse dans mon quotidien, évidemment, quoi. Donc, soyez pas, c'est peut-être normal, on n'en parle pas assez, c'est bien qu'on fasse l'exercice. Non, pour moi, tout simplement, la Tech for Good, c'est comment est-ce que la technologie peut faciliter le quotidien de tout le monde voilà, au jour le jour. Nous, le Tech for Good, on a un engagement sociétal. On utilise la technologie pour accélérer l'autonomie numérique des publics. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, ça n'est pas dans les solutions qu'on met en pratique. C'est-à-dire que nous, on agit avec les acteurs de première ligne qui sont en contact avec les publics qui sont en difficulté numérique et qui, eux, savent utiliser les ressources numériques. Peut-être pour vous donner un peu une idée, donc parfois, c'est des publics qui ne savent même pas envoyer un mail, qui ne savent pas utiliser une souris et un clavier. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'une fois qu'on donne un sens au numérique à ces gens qui commencent à développer une appétence personnelle, eux sont prêts à passer à l'auto-apprentissage. Et c'est pour ça qu'on développe aussi des technologies pour qu'elles puissent s'entraîner par elles-mêmes sur des applications notamment. Alors, Tech for Good, c'est dans l'expression. Mais voilà, c'est utiliser la technologie pour avoir un impact positif autour de nous. Et donc, si je regarde par exemple là où je travaille maintenant, Better Business, j'espère que je n'ai pas frustré quelqu'un là en disant ça. Je plaisante. Si je regarde par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aide les scale-up, start-up, PME à mettre en place une stratégie justement ESG et durabilité. Et pour faire ça, on a développé une plateforme SaaS qui accompagne ça. Voilà, typiquement, on a développé quelque chose technologique pour les aider à le mettre ça en place et surtout à suivre. Parce que dès que vous commencez à avoir un peu des datas et dans le monde assez complexe dans lequel on vit, si vous êtes sur du papier ou sur des feuilles Excel, vous êtes très très vite limité. Voilà, c'est un exemple. Un autre exemple, j'ai investi dans une autre start-up en France qui est entre Paris et Madrid et qui permet aux entreprises d'embarquer leurs employés pour soutenir des ONG, des projets à travers le monde, que ce soit pour de la reforestation, de l'éducation et ce genre de choses. Et voilà, et qui a développé aussi une plateforme pour que les employés puissent choisir certaines choses. Et voilà. Donc de nouveau, Tech for Good, quoi. C'est de la technologie pour faire en sorte, pour faciliter un impact positif sur son environnement at large, je dirais. Une petite autre approche que mes deux confrères ici. Il
il y a 40 ans, moi, j'ai commencé dans le tech et des premières des choses que j'ai vues, c'est le développement de souris et le LISA. Parce que j'étais à Palo Alto Research Center pour mon éducation. Donc, fast forward à aujourd'hui, ou il y a 4 ans. Il y a 4 ans, moi, j'ai eu du cancer. Et là, pendant toutes les 36 ans avant, j'ai toujours cru que ce que je faisais avec du techno était pour le bon. On fait des DPI, on fait des systèmes d'interconnectivité pour les hôpitaux. Et tout d'un coup, je me retrouvais de l'autre côté de la barrière. Le docteur était là, il avait l'écran devant lui, il avait le système devant lui, et moi j'étais là sans le moindre info. Où est mon techno? Qu'est-ce que ça fait pour moi? Rien. Ça fait du bien pour le docteur, et c'est pour ça que j'ai commencé quelque chose qui s'appelle #One Patient, One Record for Belgium, parce que je voudrais justement qu'un patient a le droit et l'accès à toutes ces données. On a RDGP, donc GDPR, qui dit que tout le monde a le droit d'accéder à toutes les données qui existent sur lui. Mais le seul problème qu'on a, c'est quand on ne sait pas où les données se trouvent, personne ne va te dire « j'en ai encore pour vous ». Ça a fait que j'ai dû passer du temps dans 5 hôpitaux où on a imprimé sur du papier 740 pages d'informations sur moi. J'ai dû plucher là-dedans, de trouver tous les éléments pour pouvoir avoir une deuxième opinion. Ça, c'est le meilleur exemple que c'est pas bon d'avoir le techno. C'est pas du techno pour du good, hein, pour le bon. Deuxième exemple, c'est quelque chose qui s'appelle la boîte jaune. Et c'est juste le recul du techno pour faire du bien pour les gens. En fait, c'est une boîte à tartines jaune qui se met dans le frigo des gens âgés. Donc, quelqu'un qui est plus que 65 ans, qui habite encore chez soi, mais qui a quand même besoin de certains soins, a une boîte comme ça dans son frigo. Parce que, comme vous avez dit, il y a pas mal de gens qui ne sont pas capables ou pas dans la possibilité d'accéder à des données. On peut aller aux bibliothèques pour accéder à un ordinateur, mais même ça, c'est souvent demandé de trop. Donc, maintenant, on a fait le pas inverse. On a donc analogisé l'accès aux données. Et nous, on est maintenant en train de faire juste l'inverse. On est en train de remettre ça dans une forme digitale accessible pour tout le monde. Donc, take for the good. Bon, moi, je vais faire mon petit relou, mais c'est juste pour dire en fait aussi que faut savoir que les Nations Unies en fait ont mis en place ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y en a 17 en tout. Donc c'est pour que ce soit en termes d'environnement, que ce soit en termes de comment dire, limiter les inégalités, la pauvreté, toutes ces choses-là. Et la Tech for Good, c'est aussi en fait la technologie pour répondre à ces 17 objectifs, ces 17 ODD. Il y a également aussi une part de ça. Mais bon, tout ce que vous avez dit le font aussi, mais c'est important, je pense, pour ceux qui ne savaient pas forcément, qu'il y a 17 objectifs de développement durable qu'on essaye, en fait, que les entreprises essayent de respecter. Voilà. Tu parlais d'initiative, Yann, donc l'initiative que tu avais fait. Il y a aussi, Arnaud, c'est We Take Care, c'est ça? Donc je ne sais pas si tu peux parler un petit peu de ton initiative. Pardon. Avec plaisir. Donc, comme l'expliquais au début, nous, ce qu'on essaie de faire pour accélérer l'autonomie numérique des publics en Belgique et d'ailleurs aussi en France, parce que le projet, l'initiative est née en France, c'est de multiplier en fait les capacités d'action des acteurs de première ligne, qui sont en contact avec ces publics. Comment est-ce qu'on fait ça? On a 3 métiers. Le premier métier, c'est un métier de sensibilisation
où là, à travers des webinaires gratuits qu'on organise, aussi un travail journalistique, on va décrypter ce que c'est l'inclusion numérique à travers des articles où on parle, voilà, qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion financière à l'heure du numérique, qu'est-ce que c'est l'e-santé, pour donner vraiment de la connaissance, apporter de la connaissance, nourrir tous ces acteurs sur le terrain. Et le deuxième métier qu'on a, qui est le plus important, c'est la plateforme 1, 2, 3 Digits. C'est comme ça qu'elle s'appelle en Belgique, en France, ça s'appelle Les Bons Clics. Et c'est pensé comme une plateforme digitale gratuite, donc en ligne, sur laquelle les acteurs de première ligne, des bénévoles, mais aussi en fait les proches, j'en parlais au début, vont pouvoir trouver toutes les ressources dont ils ont besoin pour faire de l'accompagnement aux compétences numériques qui leur sont importantes. Donc on commence d'abord par les compétences numériques de base, utiliser un clavier, utiliser une souris, puis on évolue vers les compétences plus spécifiques liées à des usages essentiels du quotidien, la mobilité, l'énergie, l'emploi. Et donc pour chacun de ces contenus, de ces thématiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier quels sont les besoins et créer des contenus pédagogiques que les aidants vont pouvoir, aidants au sens large du terme, vont pouvoir utiliser pour organiser des ateliers. Donc on sait par exemple d'un CPS, ils ont souvent des gens qui viennent les voir en leur disant on me demande d'aller chercher une déclaration de composition de ménage, on me demande de m'inscrire sur Acteris pour pouvoir continuer à bénéficier de mon revenu d'allocation de chômage, mais j'ai pas d'ordinateur, ou alors j'ai un ordinateur mais je sais pas comment faire pour envoyer un mail, je sais pas comment me connecter avec It's Me, etc. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des contenus qui apprennent à ces assistants sociaux à organiser des ateliers individuels ou collectifs pendant lesquels ils vont apprendre à ces personnes les compétences qui leur font défaut et qui les bloquent dans leur quotidien. On ne s'arrête pas là parce que voilà, on met à disposition ces ressources statiques, on va dire. Et en plus de ça, on sait que c'est important de continuer à former ces publics parce qu'évidemment, le numérique, c'est un train à grande vitesse qui ne s'arrête pas, qui continue à évoluer tous les jours. Même moi, j'ai des difficultés. Quand je me suis marié, j'ai dû faire des procédures en ligne. Et, je me suis pris un peu, un peu au dépourvu. Évidemment, j'ai trouvé une solution, mais c'est vraiment quelque chose qui évolue en permanence. Et pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des webinaires en ligne, des formations en ligne. Et toutes ces ressources qu'on met à disposition des aidants, elles sont gratuites parce qu'on sait que ce n'est pas à eux de supporter cette charge financière. Ce serait tout simplement impossible à réaliser. Donc on compte sur le soutien de fondations notamment, via des appels à projets. Et aussi, la troisième ressource, c'est qu'on propose, en fait, c'est notre troisième métier, c'est du conseil. Où là, en fait, on a des opérateurs privés, des opérateurs publics. Donc opérateurs privés, par exemple, Télécom, on a un projet avec Orange. Et de type public, c'est des services publics fédéraux, des appareils d'État. Là, on a des projets avec des CPS en partenariat avec le SPP social. Et là, ce qu'on fait pour eux, en fait, c'est très simple. Ces opérateurs, ils se demandent, mais moi qui numérise mes services, j'ai en face de moi des gens qui n'arrivent pas à utiliser ce service. Et j'ai un gros problème. Donc, comment faire pour mettre en place une offre d'inclusion numérique pour ces gens-là ? Et c'est là où ils toquent à la porte de 8Taker. Et ensemble, on essaie de mieux comprendre quels sont leurs publics. Évidemment, comme on a une expertise depuis plus de 8 ans, c'était 8 ans, bientôt 8, on connaît très bien ces publics. Et à partir de là, on met en place des parcours d'accompagnement et on les aide, on les suit pendant 6 à 12 mois pour vraiment trouver une solution. C'est une approche qui a fait ses preuves en France. C'est grâce à ça, en fait, c'est la Fondation Rabaudouin qui est venue chercher le fondateur en France et qui a ouvert une cellule en Belgique en 2018-19, donc 19, juste avant le Covid, pour proposer cette méthodologie qui était vraiment nouvelle en Belgique. La différence, en fait, ça s'explique politiquement parce qu'en France, ils ont plus rapidement voulu passer au numérique pour dématérialiser tous les services administratifs, alors qu'en Belgique, c'est venu progressivement. Et maintenant, il y a de plus en plus de pays qui nous contactent, notamment en Afrique, qui veulent passer à l'habitude supérieure parce qu'ils se rendent compte que oui, le numérique a plein de bénéfices et facilite le quotidien, mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas encore à suivre. Donc, comment faire pour s'occuper de ces publics-là ? Donc, voilà les 3 métiers qu'on fait. Et alors, un métier aussi qu'on renforce de plus en plus, c'est ce que j'expliquais plus tôt, c'est cette logique d'auto-apprentissage où, au fur et à mesure que les publics commencent à maîtriser les usages qui leur sont importants au quotidien, c'est comment faire
pour pouvoir par eux-mêmes apprendre des nouvelles choses. Et je peux vous partager une histoire pour que ce soit peut-être plus clair. Donc on a un partenariat avec Orange, notamment à Bicentral, ça s'appelle l'Orange Digital Center, dans lequel on propose des permanences numériques sur différentes thématiques. Et on avait organisé une thématique sur l'emploi. Et donc il y avait quelqu'un qui s'appelait Mohamed, qui avait presque pas de compétences. Il avait reçu une tablette gratuite. Au début, il a commencé à apprendre à envoyer un mail, à ajouter une pièce jointe. Et puis, après 2 mois, on s'est rendu compte qu'il venait plus en permanence. Et on se demandait pourquoi est-ce qu'il venait plus. En fait, c'est parce qu'il avait trouvé un métier, un emploi, grâce à toutes les formations qu'il avait suivies. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce que le numérique peut apporter pour des gens qui, quand on les aide un petit peu au début, développent par eux-mêmes un appétit pour apprendre et pour se saisir du numérique justement comme levier social. Merci pour ton témoignage. En quelques mots. Je me tourne peut-être vers toi, Cédric, parce que l'un des gros problèmes, je pense, aujourd'hui encore dans la Tech for Good, alors qu'on est quand même sur, je pense, l'un des enjeux du XXIe siècle, très clairement, il y a encore des problèmes en termes de sensibilisation. Là, on a pu voir que les gens n'étaient pas forcément au courant, vous ne connaissiez pas forcément ce qu'était la Tech for Good. Il y a des problèmes au niveau des financements, des investissements. C'est pour ça que je me tourne vers toi, comme tu as monté plusieurs entreprises. Mais il y a aussi des problèmes de savoir comment on mesure l'impact en fait, de notre projet impact, justement. Donc, comment, je ne sais pas si tu peux parler des problèmes que tu as potentiellement rencontrés, comment on fait en fait pour surmonter ces différents problèmes. Oui, merci. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Better Business pour les aider à accélérer, justement, parce que, en fait, ce qu'on entend, vous entendez ça sans doute souvent, problème au niveau du climat, l'empreinte carbone, la durabilité, on en parlait, les SDG, en anglais SDG, les 17 Sustainability Development Goals des Nations Unies. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et puis, quand on commence à creuser, on se dit, il y a des choses à faire personnellement, tous, dans notre vie quotidienne, à trier, première chose, et puis voir, tiens, on utilise une voiture, un vélo électrique, une voiture électrique, et puis, quelle est l'empreinte carbone de différentes choses. Puis on arrive dans les entreprises et on se dit, tiens, mettre une stratégie en place, c'est uniquement les grandes entreprises qui doivent mettre ça. Et ce dont je me suis rendu compte en ayant créé plusieurs startups et puis scale-up et puis fait les exits, c'est que en fait, c'est beaucoup plus simple si on peut mettre en place dès le départ. J'avais encore une discussion avec un client où ils sont 3. Et je leur disais, mais enfin, pourquoi est-ce que vous faites une certification et ce genre de choses-là ? Et là, la fille me disait, mais en fait, c'est parce que on se rend compte que c'est un tournant. C'est le tournant de ce siècle-ci, du XXIe siècle, le fait d'être durable, d'être responsable. Et puis, vous avez, comme je le disais, un peu les buzzwords et autres, mais c'est d'avoir une empreinte sur notre environnement bien moindre et d'être positif sur l'environnement. C'est une autre histoire et ça va encore plus loin. Et on veut le mettre dès le départ. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint, c'est que Better Business, c'est cette certification B Corp, qui est un framework très simple, mais pas simpliste du tout, qui est très exhaustif aussi en même temps. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais, en fait, quand on parle de la tech, c'est quelque chose qui, pour moi, est important, qui va prendre sans doute un peu de temps, mais que l'on voit apparaître de plus en plus, c'est ce principe de durabilité, de ESG, de bonne gouvernance, d'impact sur l'environnement. Au niveau
support là-dessus, on en entend petit à petit parler. On entend par exemple à Bruxelles une des ministres, dont j'ai oublié le nom, pardon, qui parle de ce genre de choses. Voilà, au niveau politique, ça bouge, sans doute très doucement, trop doucement. On entend quelques points là-dessus. Au niveau investisseur, on développe également une plateforme justement pour les investisseurs pour faire du suivi de leurs investissements, donc ce qu'on appelle les venture capital, les private equity, mais ça sort peut-être un peu du scope de notre table ronde ce soir. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et en étant investisseur, je vois que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus chez les investisseurs aussi. Donc ça va, je dirais, voilà, ça va arriver dans les sociétés dans lesquelles ils investissent, évidemment. Ah, parce que c'est vrai que souvent, les investisseurs, ils ont besoin en fait de rentabilité. C'est souvent ça aussi le problème, et que des fois la tech for good, c'est pas la rentabilité, l'objectif principal. C'est plus vraiment faire de la tech for good, et c'est pour ça que ça peut freiner les investisseurs. La durabilité est au stade aujourd'hui que le cybersecurity était il y a 15 ans. Quand tu vois ce qui se passait il y a 15 ans avec le cybersecurity, c'était que on y pensait à la dernière minute. Ça veut dire qu'on avait déjà dépensé tout le budget, on avait déjà fait tous les plans, et tout d'un coup, tu avais quelqu'un qui disait « Mais est-ce que vous avez un firewall? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait pour tout ce qui est les éléments sécurité ?» Et jusqu'à maintenant, on a fait à peu près la même chose avec la durabilité. On y pense au dernier moment. Mais la leçon que j'ai retenue il y a 15 ans, c'est justement, en le faisant au dernier moment, ça devient cher. Parce que tu dois repenser certains plans, tu dois remettre certaines chaînes de production dans une différente ordre ou différents matériaux et tout cela. Donc, ça a du sens de commencer dès le début à le faire. Et surtout, vu où on se trouve à Bruxelles, qui est quand même le siège des institutions européennes, qui est probablement le leader mondial entre les différentes régions ou blocs ou whatever the name, au niveau justement de la durabilité. Vous avez tous entendu parler du Green Deal. En étant ici, voilà, on est vraiment aux premières loges. Et donc, en voyant ce qu'ils font par une des ONG dans lesquelles je suis, ils sont en train de dérouler leur taxonomie, comme le GDPR qui s'est imposé au niveau mondial. Ils déroulent, hein, les gars, ils déroulent. Et donc, ça veut dire que derrière, les entreprises, elles vont devoir s'y mettre. Si elles ne s'y mettent pas, elles ne vont pas pouvoir commercialiser. Point. Et donc, le marché se ferme. Et l'Union européenne reste encore le premier marché au niveau mondial, au niveau consommateur. Donc, faut s'y mettre là. Et c'est marrant parce que Yann, tu disais, on s'y met au dernier moment, et la transition est parfaite parce que est-ce que s'y mettre au dernier moment comme ça, finalement, dans le sens où est-ce que c'est pas du coup, si on s'y met au dernier moment, il y aura plus d'espoir, et c'est la tech qui va devoir nous aider. J'en viens en fait au dernier point. Est-ce que le numérique, c'est une solution durable pour l'environnement? Ça peut l'être, mais comme je dis, si on y pense dès le début, si on y pense après, croyez-moi, si tu dois refaire une architecture et tu dois le payer, tu le payes cher. Donc, pour avoir un techno qui est durable, il doit être intégré avec des idées et des architectures qui sont déjà faites d'avance. Donc, think before you start. Je ne sais pas si vous voulez... Oui, bonne question. Je me souviens, c'était assez récemment, il y avait Elon Musk qui avait fait un appel à projet où il allait filer $100 000 ou 1 million, je ne sais plus combien, à ceux qui venaient avec une idée révolutionnaire pour
commencer à décarboner, donc, et plus précisément à retirer le CO2 de l'atmosphère. Et donc voilà. Et alors il y avait une société, c'était pas une société, c'était un groupement, peut-être une société française, c'était énorme, qui était venue avec une petite capsule YouTube et avec tout un truc assez, vraiment très marketing et autres, et qui mettait en avant l'arbre, et qui faisait tout un truc autour de l'arbre, et en disant, regardez l'arbre, la technologie, et puis à la fin, de manière assez ironique, mais c'était à hurler de rire. Et il y avait le gars qui terminait en disant, Elon, voilà notre adresse et le compte en banque, IBAN est juste là en dessous. Et donc, ça a fait un carton plein sur les réseaux. Enfin, je ne sais pas combien de milliers ou de millions de vues ils ont eu. Et donc, voilà, une longue histoire pour répondre à ta question. Enfin, c'est mon opinion, hein, de nouveau. Je suis à fond dans la tech, c'est clair. Hein. À côté de ça, au niveau consommation d'énergie, c'est monstrueux. Et ça augmente à une vitesse phénoménale. Si on parle, parlons pas des cryptos, mais tout ce qui est Bitcoin, certains types de protocoles consomment à mort. Ethereum est arrivé avec un nouveau type de protocole qui fait en sorte que ça consomme moins, puisque ce n'est plus on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Mais donc oui, il y a un enjeu énorme au niveau de la conso d'énergie, et donc de la conso d'énergie. Si c'est que du renouvelable, ça va, on sait que ce n'est pas le cas, mais si ça tourne avec du charbon derrière, il y a un gros problème. Donc voilà, donc, comme toute chose, hein, l'excès nuit en tout, donc il faut savoir où on met le curseur. À côté de ça, voilà, c'est tech for good et pas good for tech. Donc les ayatollahs de la tech et du technosolutionnisme, je m'en méfie beaucoup. Donc il faut que ça reste tech for good et pas l'inverse. Non, moi je peux parler à l'échelle des publics finaux, des consommateurs. Ce que je peux dire, c'est que quand on organise évidemment des formations, il y a certains usages numériques qui sont bons pour l'environnement. Je pense à la mobilité, le car sharing par exemple. Et donner cette possibilité à ces publics, c'est concrètement c'est une valeur ajoutée. Je pense aussi comme ça à la connectivité. C'est que on favorise pour les gens qui ont peu de budget, on les encourage évidemment à l'économie solidaire ou à aller vers vers leur conditionnement. Et alors j'avais aussi un troisième exemple qui ne me revient pas, qui va peut-être revenir. Non, ça va peut-être revenir plus tard. Mais en gros, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est que pour ces personnes qui commencent à se saisir des usages numériques, mais on essaie de, si possible, favoriser des usages qui sont bons pour l'environnement. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, mais on arrive à court de... Si il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose pour le mot de la fin. Mais déjà, merci à vous trois pour vos interventions. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer du coup aux questions-réponses. Donc on se laisse 15 minutes de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a un micro pour... Ok, parfait, super. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et puis après, si vous avez des questions un petit peu plus... vous voulez parler en perso, on peut se faire une petite discussion derrière où vous pouvez discuter avec. Donc voilà, s'il y a des questions sur la table ronde qui a eu lieu, n'hésitez pas. Voilà, il y a une question juste ici. Bonjour. Petite question, donc là, moi ça me tente beaucoup, c'est un domaine qui me tient à cœur, tout ce qui est tech for good. L'idée qu'il y a un impact social positif à notre travail. Est-ce que vous avez des ressources, des collections de sociétés à Bruxelles un pointeur vers lequel on pourrait trouver du boulot là-dedans en fait? Je ne sais pas si autour de ces différents incubateurs, par exemple, il y a une liste de sociétés qui travaillent là-dedans, ce genre de choses. Chez nous déjà.
Chez nous aussi, oui. Oui, et peut-être juste pour ajouter aussi le type de profil que vous recherchez finalement. Ok. Chez nous, un peu développeurs principalement, et puis on a deux parties à notre métier. D'une part, développeurs sur la plateforme, d'accord, SaaS, et d'autre part, plutôt sur la partie justement certification B Corp et accompagnement là-dessus, donc qui est plutôt du conseil et de l'accompagnement. Je pense aussi à des lieux comme Bicentral, en fait. Hein. Essayer d'identifier des lieux qui concentrent. Je sais qu'il y a aussi un espèce de hub à Charleroi. J'oublie le nom, ne me revient pas, désolé, mais à mon avis, avec votre meilleur ami en ligne qui commence par G, vous devrez trouver facilement le. Je pense à ça, comme si j'étais moi, comme stratégie, je ferais ça. Essayer de trouver des incubateurs. Pour le moment, nous, on ne cherche pas de programmeurs en Belgique pour le moment. On cherche plus des consultants qui veulent travailler sur ces questions de l'inclusion numérique. Voilà ce que je peux vous dire. On est moins là-dedans, nous, pour les raisons que j'avais déjà expliquées au début. S'il y a aussi en fait, ce que tu recherches, c'est s'il y a des listes d'entreprises, plusieurs entreprises. C'est aussi des conseils. Ouais. D'autres. Pour revenir à ce que tu disais, je ne sais pas s'il y a une méta-liste d'incubateurs ou d'accélérateurs en Belgique. Je ne sais pas si ça existe. Donc là, Oui, effectivement, oui, ça existe. Voilà. Il n'y a qu'une vingtaine de compagnies dessus. Il est donc pas du tout complet. Voilà. Donc il y a ça. Et puis, par exemple, oui, il y a différents incubateurs. Tu as parlé de ceux-là. Il y en a au Tanner, ici à Bruxelles. Je pense que là, il faut y aller pas à pas. Il y a IMEC Start à Louvain, qui est quand même fort dans le métier. Il y a eHealth Venture, qui est ici à Bruxelles, et qui a des liens avec Charleroi. Ça, c'est une autre approche, une autre stratégie, c'est regarder les angels et les VC, venture capital, qui ont un angle à impact, un angle potentiellement tech for good, mais tous les buzzwords, climate tech, impact, sustainability. Bon, maintenant, évidemment, il faut voir, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent sustainability, mais c'est aussi un autre angle d'aller voir via les investisseurs. Ouais. C'est bon pour vous, l'anglais, oui. Parce que je peux comprendre, mais c'est toujours difficile pour moi de parler en Pas de souci, allez-y. Donc, okay, so switching to English. You mentioned couple of times about GDPR and more generally about some regulations. So my question is how regulations can impact possibly negatively innovation in this sphere, in this good for tech for good, or can drive changes in tech. Like GDPR was a big change, not only in Europe but all around the world. So to to speak more specifically, I work on MVP in the UK. It was about sharing patient data between the patient and research research companies or big pharma. And actually GDPR was a big uphill during our design because of these restrictions. For instance, the right to be forgotten, which cancel out the use of blockchain to store of other read-only
insert-only technologies. So it can help, like this regulation can help in coming with some new solutions for common problems, but also can somehow restrict innovation and put some quite rigid frames on what can be done. What are your thoughts about regulations? Regulation is something that is required, but you need to think quite well. It's again, we come back to the architecture and planning phase, because you can regulate until you die. You can regulate till there is nothing coming out of a system anymore. The biggest example is you have a volume button. You can regulate the volume, but if you turn it completely down, nobody will hear you anymore. So that's where you have to see where regulation goes. What regulation should be is guidelines along which you work. If you take the example of GDPR, when I was going to the hospital because I had that cancer, one of the reasons why certain of the hospitals didn't want to give me my data was that they quoted GDPR as the data needs to be kept secure. And if they were given to me, it would not be secure. If you look at the rules of GDPR, one of the first rules says that the patient has the absolute right to his data. So regulation can be contradictory. You have to be careful about this, and you need to be very clear about where you go. If you want to put this in sustainability, then you need to put clear lines, but you need to allow leeway on both sides. Sometimes you have to say, well, look at what is happening in the world. We want to go to a sustainable energy world. And one of the things that in Germany is taking place is that they're starting to use, I don't even know what the word is in English. It's in English it's brown coal, which is one of the most polluting substances in the world. And they're using that because they just don't want to use one of the less polluting but very dangerous technologies, which is nuclear. So they have made a guideline and said, we don't want this. But what they forgot is that they're actually making the world worse by doing that. So you need to think quite well, what is the regulation that you want to put in place and what's the effect it has. And that's where often the people that are in power think about what sounds popular rather than what sounds the best way to do it. You asked, I think, also about whether regulation can trigger innovation, right? Yeah. It's a two-sided sword. Yes. Yeah. It can. Yeah. To me, of course, regulation triggers innovation. Not only to bypass the regulation, but to find ways to work with the regulation. For Tech for Good and to ensure that we go to a net zero world and so on, I mean, regulation is crucial. If there is no regulation, we won't get there. And that's for sure, again, back to what I said before, where we are next to the Commission, we are in the EU, we are at the heart of it. Regulation is coming. It's already come, but more is coming. And basically companies are moving, starting with big ones, but they are moving. You still have so many doing greenwashing and so on. To me, greenwashing may be a kind of stage in the journey to become net zero, but at a certain stage, at a certain point, companies have to innovate to be able to take that into account. And so to answer your question, for sure, with regulations, for instance, around sustainability, net zero, for sure, regulation, obviously is needed. That's what I think, big time and quick. But at the same time, it will, force or enable companies to innovate. Well, I got nothing to add to that. I think, everything's been said. Regulation can be good to force countries to take actions to help their public, and they're doing it right now in Europe when it's well thought
and it's when it's made as with clear guidelines. And I think it's good when it forces countries to take action. If we look at the big digital gap between countries, there are countries, if you look at Ireland, if you look at Netherlands, which are very great at that. I think creating regulations about the digital opportunities to open them to everybody is a good initiative. Yeah, thank you. Bah, I've got questions, but maybe ouais, later. comment dire, on arrive à la fin du temps réglementaire. Par contre, si vous avez des questions un peu plus précises, bah, je vous invite à venir les poser plus informellement. Donc voilà, bah, merci encore à vous trois pour vos interventions. Merci à vous. C'est la fin de cette table ronde. Donc voilà. Merci. Merci Merci de nous beaucoup. avoir Merci, vus. bonne soirée. Thank you.